Alors, nous allons reprendre ensemble la traduction des lignes du chapitre 22 de Robert que vous aviez à travailler. Donc, ça commence à la ligne 103. Donc, je vous le fais en direct. Janitor istut pallium non est magni preti neque id nuper emptum esse credo. Janitor, le portier. Istut pallium. Ce manteau non est n'est pas magni preti d'un grand prix. Donc, c'est ce qu'on appelle un génitif de prix. Voilà, les compléments de prix sont au génitif. Neque id nuper emptum esse credo. Neque credo et je ne crois pas. Id. Donc après un verbe d'opinion, on attend une subordonnée infinitive. On vérifie, on a bien esse, emptum, esse à côté, donc ça fonctionne. Id est le sujet de la subordonnée infinitive. Id, emptum, esse, qu'il a été acheté. Nuper, il y a peu, récemment. Donc nuper est un adverbe de temps. Emptum esse est une simple forme de parfait passif. Donc en deux, avec le participe et l'auxiliaire pour conjuguer le parfait passif. C'est de l'infinitif parfait passif. En français, ça a donné le droit de préemption. Les autorités, par exemple, en général, quand un bien est mis en vente et que c'est un bien qui peut intéresser une mairie, par exemple, la mairie peut faire valoir son droit de préemption, donc c'est eux qui ont le droit d'acheter en premier. Sed quid tu venisti? Mais pourquoi, toi, venisti, es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? Donc les interrogatifs neutres ont souvent un sens causal. Donc ici, c'est une forme adverbiale, ce n'est pas vraiment un neutre. Il est utilisé simplement comme adverbe interrogatif, c'est à peu près équivalent à court. Nunquid tecum fers. Que portes-tu avec toi? Fers de ferro, fers, ferré. Donc, est-ce que tecum fers, tu portes avec toi, quid, quelque chose? Vous vous souvenez, ici, on a en fait la forme syncopée de aliquid, qui est le pronom indéfini. Donc, aliquis, aliquis, aliquae, aliquid. Et ça veut dire quelqu'un, quelque chose. La particularité de aliquis, c'est que c'est la deuxième partie qui se décline comme quis, quae, quid. Donc l'interrogatif. Et donc comme le relatif, sauf au nominatif masculin singulier et au nominatif et accusatif neutre singulier. Et la particularité, c'est après si, nisi, donc la petite phrase, vous savez qu'on dit, après si, nisi, ne, num, cum, dum, ça c'est un C, et les relatifs, le petit ali, fait boum. Donc ça veut dire qu'en fait, quand aliquis est situé après un de ces termes-là, donc après ces subordonnants-là ou les relatifs, la première partie disparaît. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a du mal à le distinguer du coup de quis, quae, quid ou du relatif directement. C'est pour ça qu'ici, vous avez quid à la place de aliquid, comme M. Horberg, gentiment, vous le mettez dans la marge. Donc ici, c'est num que nous avons, et num, c'est un interrogatif qui appelle une réponse non. En fait, quand on pose une question, on a trois façons. On peut poser la question par né, qu'on met après le premier mot de la phrase. C'est vraiment l'interrogation générale, est-ce qu'aucune réponse n'est attendue? Si on interroge par num, on attend une réponse non. Donc c'est est-ce que vraiment? Et la réponse attendue est non. Par exemple, veux-tu vraiment reprendre une troisième part de tarte? La personne à qui on pose la question peut évidemment répondre oui ou non, il est libre.
Mais nous, en posant la question, on suggère une réponse non. Et avec ce qu'on appelle l'interronégatif, nonné, est-ce que ne pas? La réponse attendue est oui. Hop. Non, il faut enlever ça. Ne viendrais-tu pas au cinéma ce soir? Réponse espérée, oui. Ok, en français, c'est pareil. L'interrogation appelle une réponse non. C'est ce qu'on appelle une question fermée. Nous, à l'école, on est censé ne pas vous en poser parce qu'en fait, ce sont des fausses questions. Mais écoutez un peu vos profs et vous verrez que quand ils veulent avancer dans les cours, ils vous posent plein de questions fermées, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous donnent la réponse en vous posant la question. Comme ça, tout le monde on joue, tout le monde a l'impression que vous avez travaillé, que vous avez cherché, mais en fait, nous, on ne perd pas de temps à attendre vos vraies réponses. Donc, est-ce que tu apportes quelque chose avec toi? Et le Yanitor, qui n'a pas tellement envie de le laisser rentrer, espère une réponse non. Tlepolem, stulte rogitas Yanitor nam yam tibi dixi tabellarium me esse. Tu poses une question stupide. Rogitas, tu interroges. Stulte, de façon stupide. N'importe quel adjectif en ous, comme stultus, peut prendre une forme adverbiale qui a son complément séquentiel de manière en et. Il suffit de mettre un et à la fin dans la terminaison, donc bonus, bonnet, stultus, stulte. Donc rogitas, c'est ce que vous avez dans interroger. Vous êtes peut-être demandé quand vous utilisez ce terme, mais d'où vient donc ce Roger de interroger, d'où le prénom Roger aussi. C'est juste comment dire, le radical de la question. Et c'est pour ça qu'on a des rogations, par exemple. Ce sont des rituels qu'on fait pour demander quelque chose. Et puis vous avez proroger aussi, en français. Et donc la prorogation. Et puis déroger. Et la dérogation. Qui vous rappelle que c'est un radical en... Je vais y arriver. En A. Donc tu poses une question stupide, Yanitor portier, nam car, yam tibi dixi, dixi, j'ai dit, tibi à toi, yam déjà, je t'ai déjà dit que, tabellarium me esse, j'étais un facteur. Quid tabellarios ferre arbitraris? Quid arbitraris, que penses-tu, tabellarios ferre, que les facteurs apportent? Aureos ne janitoribus. Apportent-ils, est-ce qu'ils apportent de l'argent, des pièces d'or, janitoribus au portier? Profecto nos aurum non ferimus. Assurément, profecto. Nos non ferimus, nous ne portons pas aurum de l'or. C'est bon pour vous? Janitor, le portier. Vos quilicet epistulas fertis. Skilicet, en effet, à ce que tout le monde sait, vos fertis, vous portez epistulas, des lettres. Et vous comprenez mieux d'où vient le roman épistolaire. Tlepolem, recte dicis, tu parles bien, tu as raison. Epistulam affero ad lucium iulium balbum. Epistulam affero, j'apporte. Et vous vous souvenez que à chaque fois qu'un verbe est préfixé par ad, le D s'assimile. Donc en français, on a appelé, apporter, atterrir, allouer, enfin tout ça. Et en fait, il faut faire attention parce que en fait, ce D peut réapparaître à certains moments selon si le verbe change de radical, ce qui est le cas. Par exemple, affero, parce que ça fait faire, ferrer, donc là on va garder les deux F. Tuli, donc on va avoir atuli et alatum. Il va s'assimiler avec la lettre qui est après. Donc on fait attention, ça change de... Enfin, et le début peut être modifié. J'apporte une lettre ad Lucium Iulium Balbum à Lucius Iulius Balbus. Ocine tuo nomen est.
okine, est-ce que ceci, nomen est, est bien le nom, ero tuo, de ton maître. Ici, on a à nouveau la formule essai plus datif. Qui équivaut à avoir, qui équivaut à l'appartenance, pour exprimer la possession. C'est la formule I est liber, qui veut dire j'ai un livre. Un livre est à moi. Donc, est-ce que ce nom, ceci, est bien le nom à ton maître, donc le nom de ton maître. Dans le langage populaire, on garde souvent des formes plus archaïsantes, et quand on dit c'est la chambre, c'est le sac à ma sœur, on utilise simplement un latinisme en fait. Janitor, le portier, est, assurément, c'est le cas, et là on fait comme en anglais, on répond en reprenant le verbe de la phrase précédente, de la question. Quin mi stam epistulam das, ne me donneras-tu pas cette lettre? Tlepolem, Prius vinci canem et sineme intrare. Prius d'abord, donc là c'est vous avez primus qui est l'adjectif, a qui va faire prior, prius au neutre comme comparatif. Et comme d'habitude, le neutre peut être employé comme adverbe. C'est ce qu'on a ici. Donc prius d'abord, en premièrement. D'abord, winki canem attache le chien. Winki est l'impératif de winko. Et sine me intrare, et sine permet, me intrare, que j'entre. Donc nous on dira laisse-moi entrer. Noli iterum me foras in imbrem pellere. Noli pellere iterum. Ne pousse pas iterum à nouveau, mais foras, moi, foras dehors, hors de la maison, in imbrem, sous la pluie. Ne me rejette pas à nouveau sous la pluie. Janitor postquam canem vinxit, le portier, postquam après que, vinxit, il eut sans accent, parce que après que se construit en français plus l'indicatif. Après qu'il eut attaché canem, le chien, non ego inquit sed hic canis te foras pepulit. Ce n'est pas moi, dit-il. Sed hic canis, mais ce chien, pepulit, qui t'a poussé, qui a poussé te, toi, foras, dehors. Donc ce n'est pas moi, c'est le chien qui t'a repoussé dehors. Noli narrare ne va pas dire, ne va pas raconter que te a janitere foras pulsumese. Ne va pas raconter que tu, pulsumese, a été poussé, a janitere par le portier, foras, dehors. Donc vous avez à droite les temps primitifs du verbe, pelo, pelis, pellere, pepuli, pulsum. Donc là, ils vous ont mis l'infinitif. Donc pelo, pelis, pellere, pepuli, pulsum, pousser, ça a donné une pulsion, une impulsion, une expulsion. Et c'est ce qu'on appelle un parfait à redoublement, pepuli. Donc la première syllabe du radical est redoublée au parfait. C'est assez fréquent et c'est un petit clin d'œil aux conjugaisons grecques. Kane winkto, donc là, alors vous n'aviez pas à traduire ce passage-là, donc c'est pour ça que j'avance un petit peu. Kane winkto, le chien ayant été attaché. Vous vous souvenez, vous avez ici un nom à l'ablatif, kane, un verbe au participe, winko, qui est au participe passé, winkto. Le tout est à l'ablatif, donc c'est un ablatif absolu. Alors canis, je vous avais demandé de le conjuguer, de le décliner. Pourquoi? Parce que canis, c'est un faux imparisyllabique. Un faux parisyllabique. Donc, effectivement, ça fait canis, canis. Donc, ça fait penser, alors masculin ou féminin, selon que c'est un chien ou une chienne, ça fait penser à kiwis, kiwis. Mais en réalité, vous vous souvenez, c'est les faux imparisyllabiques, c'est la famille et son chien. Donc, Senex, Pater, non, c'est pas les mêmes. Senex, Juvenis, et puis Canis, qui sont, et il y en a d'autres, je m'en souviens plus.
Voilà, ça me reviendra. Mais enfin bon, ce qu'on appelle la famille et son chien, donc le vieillard, le jeune homme, le chien, je ne sais plus. Enfin voilà, ce sont des faux parisyllabiques, c'est-à-dire qu'en fait, il fait un génitif pluriel en oum. Donc c'est canon. Sinon, pour le reste, ça ne change pas la déclinaison. Donc le chien ayant été attaché, tabellarius tandem intrat, le facteur entre, epistolam que ostendit. Alors tandem, c'est, enfin ça n'a pas de sens, quoi. C'est juste pour accrocher à la phrase précédente. Ça peut vouloir dire cependant, ensuite, enfin. Voilà, ici je pense qu'il voulait qu'on le traduise par enfin. Epistulam que, vous n'oubliez pas que le que c'est équivalent à et, mais qu'on remonte avant le mot auquel il est collé. Donc, et ostendit tant, ianitori au portier, epistulam une lettre. Ostendo, c'est c'est ob plus tendo. En fait, il y a peu de radicaux verbaux. C'est juste des verbes qui sont préfixés. Donc, is et re, tensi, tensum. Je suis en train de réfléchir. Ou tendi, tensum. Tendo, is et re. Moi, je sais pas, je vérifierai. Et en français, ça a donné ostension. L'ostension de la sainte tunique, par exemple, donc quand on les sort pour les montrer. Un ostensoir, dans lequel on montre l'hostie, faire quelque chose ostensiblement. Ostensible ou ostensiblement. Ça veut dire de façon manifeste, de manière à ce que les gens regardent, de manière à ce qu'on soit vu. Qui statim epistulam prehendit, le portier qui, statim aussitôt, prehendit saisit epistulam, la lettre, et in atrium ad dominum suum fert, et la porte, fert, in atrium, dans l'atrium, donc là on ne traduit pas, on garde le mot latin, ad dominum suum, à son maître. Ok, donc voilà, pas de difficulté. Je vous laisse relever les pronoms personnels, je pense que c'était pas compliqué. La petite phrase de thème. Donc, le facteur dit que le portier doit attacher son chien et le laisser entrer. Donc, le facteur tabellarius dit quitte, que le portier, là, il va nous falloir une infinitive. Donc, ianitorem, le sujet. Attacher son chien. Donc, débérer, doit. Le chien canem, attaché winkere, et le laisser entrer, sinere, et alors c'est là la petite difficulté, c'est intrare. On va mettre un réfléchi pour renvoyer au sujet du verbe principal. Donc si on les met à peu près dans le bon ordre, tabellarius dicit, canem winkere. Donc je mets un U à la place du V parce que c'est quand même plus logique. Ianitorem. On va essayer de mettre le verbe à côté du sujet, débérer, et se intrare, sinere. Ok? Donc j'espère que vous étiez arrivé à peu près à quelque chose de ce type-là. Et quoi d'autre? Ah oui, l'histoire des monnaies. Donc vous avez bien remarqué que les monnaies romaines avaient une base 4, alors que les monnaies grecques avaient essentiellement une base 6 ou une base 10. Donc, c'est deux façons différentes de penser. Donc, je vous avais demandé si, avec ce qu'il avait touché, Judas Iscariote, donc le 12e apôtre qui a trahi le Christ et l'a vendu au Sanhédrin, si Judas aurait pu acheter une tunique pour chacun des apôtres. Alors, les apôtres, ils sont combien? Sans Judas, ils sont 11. Une tunique, ça vaut combien une tunique? Ça vaut 15 sesterces. Donc, pour acheter 11 tuniques, il lui faut 165 sesterces. Or, il a vendu Jésus 30 deniers. 30 deniers, ça fait 120 sesterces parce qu'on multiplie par 4. Et donc, avec 120 sesterces, il ne peut pas acheter une tunique pour chacun des apôtres. Non. Il peut en acheter pour 9 apôtres à peu près, mais pas pour les 11 qui restent. Autre question, est-ce qu'il aurait pu acheter une mule? Non plus. Parce que pour une mule, il fallait 520 sesterces, donc il ne peut pas acheter une mule. La tunique du Christ, dont les soldats l'ont dépouillée, elle a été vendue. Donc, vous savez,
appliquer les évangiles, les prophéties qui disaient que son habit ne serait pas partagé. Combien de mesures de vin ont-ils pu s'offrir avec elle? Alors, on vous disait qu'un setier de vin, donc une mesure de vin, c'était un as. La tunique, elle a été vendue au prix d'une tunique, donc 15 sesterces. Alors, on est parti sur l'idée qu'elle était vendue au prix d'une tunique neuve, ce qui ne pouvait évidemment pas être le cas, puisqu'elle était non seulement utilisée, mais alors en plus, elle était pleine de sang, etc., etc. Donc, la tunique, mettons qu'elle soit vendue 15 sesterces, ça fait 60 as, puisque là encore, on est sur une base 4, donc on multiplie par 4 pour avoir le rapport entre un sesterce et un as. Et donc, puisqu'une mesure de vin vaut un as, ils peuvent acheter 60 mesures de vin. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'un soldat romain sous le règne d'Auguste, il touche à peu près 300 deniers par an. C'est pour que vous compreniez un peu les ordres de grandeur quand même. Donc le soldat romain, il gagne 300 deniers par an, donc à peu près 1200 sesterces. Ça dépend de son poste, etc. Mais pour un soldat de base, on ne parle pas des gradés. Pour que vous relativisiez un petit peu tout ce que vous entendez sur l'esclavage et que les mecs, ils auraient fouetté leurs esclaves, qu'ils les auraient utilisés comme des chiens, comme de la chair à je ne sais pas trop quoi. Un soldat, donc ça gagne par an 1200 sesterces à peu près. Le prix moyen d'un esclave bon marché, donc vraiment un esclave qui ne sait pas faire de trucs particuliers, un esclave du tout venant, celui que vous allez utiliser pour récurer votre cour, faire votre ménage ou ramasser des pommes dans votre verger, c'est autour de 500 drachmes. C'est-à-dire, on est sur du 1500 deniers, c'est-à-dire 6000 sesterces. Ça, c'est les prix d'un esclave bon marché. Donc, vous voyez, un soldat, il gagne 1200 sesterces par an, et un esclave, c'est 6000 sesterces. Et un esclave formé, un secrétaire par exemple, qui va pouvoir faire votre correspondance, qui va pouvoir vous faire la lecture, etc., qui a un peu de culture, on monte tout de suite autour de 8000 sesterces, donc 2000 deniers. Et parfois, sous l'Empire, les prix vont flamber. Un esclave vraiment éduqué, un esclave qui parlerait plusieurs langues étrangères par exemple, il peut monter jusqu'à 100 000 sesterces. Et si vous voulez un eunuque, donc un soldat, un homme ayant été castré, qui va pouvoir chanter, qui va pouvoir être au milieu des femmes sans que vous risquiez grand-chose, qui a beaucoup moins de testostérone, etc. Sous l'Empire, ça se négocie autour de 500 000 sesterces. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention quand vous avez des gens d'aujourd'hui qui nous disent « Oui, l'esclavage, c'est scandaleux parce que les mecs, en mode casse de l'oncle Tom, quoi ». Sur les livres qui ont été écrits bien après la fin de l'esclavage, avec une très forte charge idéologique et qui vous disaient que tous les esclaves étaient maltraités, que personne ne faisait attention. Non. En fait, quand un soldat achète un esclave et que c'est 50 salaires pour acheter un esclave, il en prend hyper soin. Enfin, autant que quand quelqu'un de pas hyper fortuné décide de mettre de côté pendant des années pour acheter une Porsche, vous voyez. Il va pas s'amuser à la plier contre le premier arbre qui vient. Donc voilà, c'est des denrées c'est pas des denrées bon marché, les esclaves. C'est un marché extrêmement juteux, et c'est des gros investissements pour les gens. Donc les maîtres en général en prennent soin, sauf quand ils sont évidemment, mais c'est toujours le même principe, sauf quand ils sont richissimes, comme Crésus, qui savait même pas combien d'esclaves il avait, vous voyez, tellement il avait. Il savait d'ailleurs même pas combien de terres, de biens il a. Repensez au Satyricon de Pétrone. Donc c'est le premier roman de l'histoire de la littérature européenne, étiqueté vraiment comme roman, au niveau narratif, avec tous les codes. Et dans le Satyricon, vous avez un affranchi, Trimalcion, qui a lui-même évidemment pas mal d'esclaves. Et Trimalcion est tellement riche qu'il a vraiment la bosse du commerce, et il est tellement riche qu'il ne sait pas, même son régisseur a du mal à tenir les comptes, mais quand on lui fait l'inventaire, ça dure tellement longtemps qu'il n'écoute jamais jusqu'au bout, donc il ne sait pas quelle est l'ampleur de ses biens, il ne sait pas combien d'argent il a, il ne sait pas combien de bateaux, de terres, de propriétés agricoles, d'usines, etc. il a, et il ne sait pas combien de gens travaillent pour lui. Alors il est possible, vous voyez, qu'il y ait des grands entrepreneurs, pensez à
je sais pas, au patron de LVMH, au grand patron français, Bernard Arnault, Pinault, c'est possible que eux non plus, comme ça, si on les croise dans la rue et qu'on leur demande combien de gens travaillent pour eux, ils ne sachent pas non plus. Oui. Donc là, évidemment, Trimalcion, il ne va pas se poser la question pour acheter un esclave. Vous voyez, il est tellement riche que lui, il peut, et après, comme c'est le système pyramidal, il peut y avoir dans ce cas-là des régisseurs qui se comportent mal avec des esclaves parce que c'est pas eux qui les ont payés et ils sont pas tellement gérés par leur maître qui a tellement de biens qu'ils n'y prêtent plus attention. Mais ça, ce sont des situations parfaitement anecdotiques, rarissimes, etc. Dans la situation la plus courante, les gens prennent quand même assez soin de leurs esclaves. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et on règle ça. Au revoir jeunes gens.